Vostra. Ça a été hyper long avant qu'un Netflix lance sa première création originale et que là, il y ait une vraie dynamique de création originale. Dans l'audio, il n'y a aucune raison que ça soit finalement très différent. Nous, on est convaincus que pour la production de ce contenu de qualité, il faut des financements en fait. Ouais. On est quand même sur une industrie culturelle où l'audio, on n'est pas aidé. Il n'y a pas d'aide en fait. Alors, en toute transparence, on a investi plus de 2,5 millions dans le contenu en fait depuis la création de Cybelle. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama que l'on va passer aujourd'hui avec Virginie Maire, cofondatrice de Cybelle. Virginie, bonjour. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler de Cybelle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cybelle, c'est une plateforme d'écoute de podcast. Après, j'imagine qu'il y a d'autres manières de le présenter. C'est peut-être justement ce à quoi va servir cet épisode, à bien nous expliquer ce que c'est. En l'occurrence, Mediarama est disponible, ce que je te disais là, juste en préambule depuis quelques semaines sur Cybelle, parmi les podcasts, notamment d'Orso Média, le label sur lequel est Mediarama. Et voilà, je trouvais ça intéressant. J'ai regardé ça. Vous avez eu couverture presse, on a pu quand même pas mal parler de Cybelle. Alors il y a des pivots, il y a eu pas mal de choses. L'idée aujourd'hui, c'était un peu voilà que tu viennes nous expliquer la genèse, ce que vous faites aujourd'hui, comment vous travaillez, comment vous aidez l'écosystème podcast, puisque vous êtes aussi notamment membre du PIA, on en parlera tout à l'heure, une des organisations qui aide un peu à la promotion, au développement de l'écosystème économique du podcast en France. Bref, pas mal de sujets pour cet épisode et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire depuis quand Cybelle existe, c'est un peu la carte d'identité de l'invité et du produit ou service dont on parle. Ça existe depuis combien de temps, Cybelle ? Alors Cybelle existe depuis 2019, ouais. Donc c'est quand même assez récent comme plateforme, avec, comme tu le disais, pas mal d'évolutions, mais c'est le marché du podcast en fait qui a énormément évolué depuis 2019, et c'est vrai que je regarde dans le rétro en me disant c'est quand même assez incroyable quand on a commencé Cybelle et aujourd'hui la structuration de ce marché et comment est-ce que justement ça a évolué et comment ça se structure. On en est encore à assez balbutiements, mais bon, ça c'est vraiment en train de prendre d'autres virages. Donc Cybelle continue à s'adapter et à être très agile justement pour aider à la structuration de ce marché. Est-ce que tu peux... Donc je parlais de plateforme d'écoute de Cybelle. Je pense que c'est pas la meilleure manière de le pitcher. Je pense que tu le ferais différemment. Comment tu le présentes en une phrase aujourd'hui, Cybelle ? Qu'est-ce que c'est ? Si quelqu'un connaît pas du tout, commence à écouter des podcasts, tu l'as dit, c'est un peu le balbutiement. On cherche un peu encore nos bons usages. Comment tu présentes Cybelle ? Alors si, c'est une très bonne définition dans l'absolu. C'est effectivement une plateforme de podcast, d'écoute de podcast. Et en fait, c'est plus largement, c'est vraiment le référent en fait de l'audio parlé. Donc le référent de l'audio parlé, ça veut dire que sur Cybelle, on va pouvoir trouver aussi bien tout ce qu'on peut appeler podcast au sens large, avec toute la partie replay, mais aussi toute la partie podcast natif. Ouais. Et également, à l'intérieur de ça, il y a différents genres qu'on va pouvoir retrouver. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est cette richesse qu'offre l'audio. Aussi bien du conversationnel, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, que de la fiction, du documentaire, des histoires pour les enfants. Donc, il y a une vraie diversité du livre audio. Donc, c'est vraiment de pouvoir retrouver sur une seule et même plateforme la totalité de cette richesse qu'offre l'audio. Très clair. Alors, réaction un peu brute, vous êtes en concurrence avec un Apple Podcast, un Google Podcast, un Spotify sur la partie podcast. Votre ambition, c'est de devenir la plateforme référente où on a la meilleure expérience de lecture. Alors, où on a la meilleure expérience de lecture, donc ça c'est vraiment le côté produit, et la genèse du projet de Cybelle vient énormément de ça, hein. C'est que aujourd'hui c'est extrêmement éclaté justement sur les différentes plateformes que tu viens de citer. Historiquement Apple Podcast, parce que c'était l'origine du podcast, mais
il y a 10 ans et qui garde une grosse part, et puis un peu maintenant tous ces nouveaux acteurs qui arrivent. Ouais, complètement. Mais du coup, on se retrouve, et puis après, avec d'autres acteurs aussi indépendants qui vont avoir leur propre site, donc Radio France, Arte, etc. Donc, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement éclaté. Sur le livre audio, on va aller chercher sur du Audible ou sur d'autres plateformes. Donc, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui est référente par rapport à ça. Et au-delà du côté référent, c'est d'avoir une expérience utilisateur qui est beaucoup plus agréable pour pouvoir découvrir les contenus. Nous, le postulat, en fait, et la genèse du coup du projet de Cybelle, c'est vraiment de se dire, oui, on a tous ces outils qui sont plutôt des annuaires finalement avec les agrégateurs de podcasts type Apple Podcast, où on va se retrouver sur cet annuaire de manière exhaustive. On va avoir les flux RSS qu'on va pouvoir aller écouter, mais pour découvrir de nouveaux podcasts, pour la découvrabilité en fait des contenus, on estime que ce sont des plateformes qui sont extrêmement dures pour, si on ne sait pas quoi écouter, pour aller découvrir des choses, pour aller chercher des choses. Si on ne connaît pas exactement le nom du podcast qu'on a envie d'aller écouter et qu'on le tape pas vraiment bien dans la recherche, c'est quand même très compliqué. Et pour nous, on est... et ça favorise pas l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux podcasts. Sinon, on va taper que ce qu'on cherche, ce qu'on connaît, etc. Exactement. Donc, on se dit qu'il y a vraiment... on voit cette belle croissance dans la consommation du podcast. Il y a une vraie évolution, ne serait-ce que du nombre de podcasts qui sont consommés par personne en moyenne. Mais pour autant, on voit aussi qu'il y a un ralentissement, il y a un peu un plafond de verre qui est atteint sur le nombre de podcasts parce que finalement, on est abonné à ces 3-4 podcasts qu'on a l'habitude de tout le temps écouter et on serait certainement intéressé par d'autres podcasts, mais on ne fait pas cette démarche d'aller chercher, qui est un peu fastidieuse, d'aller chercher des nouvelles choses. Une espèce de fainéantise intellectuelle qu'on ne sait pas forcément, mais en fait, c'est marrant quelque part. C'est presque les mêmes problématiques qu'il y a quelques années sur les plateformes un peu de streaming audio, en fait, et t'écoutes un peu la même chose, et tout l'enjeu, c'est de pouvoir faire découvrir, éditorialiser l'offre pour faire découvrir. Ça, on va y revenir. Je vais continuer un peu sur la fiche d'identité quand même pour un peu donc situer. Est-ce que tu vous communiquez sur le nombre sur l'audience que vous faites, sur le nombre d'écoutes mensuelles sur la plateforme, alors qui est disponible par une app, le site, sur des FAI, donc sur les box. Je sais pas si c'est sur toutes les box d'ailleurs. Alors, sur la Freebox Salée, je l'avais vérifié en l'occurrence. Tu parlais d'SFR tout à l'heure autour d'un café. Vous êtes sur quel canaux de distribution avant qu'on parle des audiences ? Oui, tout à fait. Alors, on est disponible. Nous, l'idée, c'est vraiment d'être multi-device. Donc ça, c'est vraiment la force de l'audio, qui est quand même génial, c'est de pouvoir accompagner nos auditeurs toute la journée. Donc, de commencer, quand on est en train de prendre son petit-déj à la maison, en lançant Alexa, on a une skill Alexa, de continuer avec ses AirPods dans les oreilles sur son mobile, sur le métro. Voilà, et sur le site internet. Après, la distribution, tu citais SFR. SFR, en fait, c'est un partenariat de distribution qu'on a depuis 1 an et demi maintenant. Et donc, c'est un partenariat via lequel SFR propose à ses abonnés Cybelle avec des prix avantageux. D'accord, oui, c'est les perks, comme on pouvait avoir les abonnements Coyote, etc. Quand on est abonné, donc on a un abonnement premium offert avec son abonnement. Alors, c'est pas offert avec l'abonnement, c'est une option payante. D'accord. Mais on a un discount, en fait, sur le prix de l'abonnement. D'accord, puisqu'on va y revenir sur le modèle, effectivement, puisque c'est du premium, et c'est un des sujets, justement, qu'on voulait évoquer. Sur l'audience ? Sur l'audience, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te raconter là-dessus ? On voit, justement, je te parlais, cette belle progression. Aujourd'hui, on a en moyenne plus de 3 heures d'écoute par semaine sur la plateforme, sachant que on a dépassé la barre des 50 000 abonnés sur Cybelle. Là, je parle vraiment d'abonnés payants. Ouais. Donc forcément, ça, c'est complètement en train de croître aussi sur l'audience au global, puisque maintenant, nous sommes sur un modèle freemium. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être abonné à Cybelle pour pouvoir écouter des choses sur Cybelle. Donc forcément, ça accompagne aussi cette forte croissance. Oui, parce qu'après, c'est de la conversion, effectivement. Et alors, peut-être c'est le moment. Qu'est-ce qui distingue, bon, désolé, je fais des allers-retours sur les questions, tu verras, mais je garderai quand même le fil rouge. On en était sur les audiences, mais donc, qu'est-ce qui distingue ce que tu as en tant qu'abonné gratuit d'abonné premium ? Alors, quand on est un abonné premium, on n'a pas de pub. Déjà, parce que l'idée, en fait, c'est que tu es
t'as un produit complètement premium. Donc un produit premium, t'as déjà payé ton abonnement. Il n'y a pas de raison que tu sois exposé à la publicité puisque t'as déjà payé. Ce qui veut dire, pardon, je t'interromps, que vous supprimez des flux audio, enfin podcast des podcasteurs, les publicités, pré-roll, post-roll, y compris quand c'est du host-read, quand c'est l'hôte du podcast qui lit une annonce comme on peut le faire quand on a des sponsors. Ça aussi, vous l'enlevez ? Alors, c'est pas nous qui supprimons quoi que ce soit. Nous, on touche pas au flux. C'est la plateforme d'hébergement ou le podcasteur. Le podcasteur, en fait, fait un flux privé pour que ça soit vierge de toute publicité. D'accord. Donc voilà, c'est une vraie expérience sans pub. Donc c'est une vraie expérience sans pub. Et donc là, ce qui est très important là-dedans, dans cette économie, je pense qu'on va en parler de l'économie du podcast, c'est de créer justement ce cercle vertueux avec les podcasteurs et donc d'avoir un partage de revenus en fait réel sur on distribue 70% de notre abonnement aux podcasteurs pour que justement on se dise ok, il n'y a pas la pub, donc de l'autre côté le modèle il est sur un modèle d'abonnement. Donc là, on fait une redistribution due à l'écoute. Donc au prorata, des écoutes qui sont faites par le podcast. Par abonné, sur son abonnement, 70% sont redistribués au prorata de ce que lui a écouté. Exactement. Alors c'est peut-être un peu technique, je vais peut-être un peu loin dans les questions, mais c'est toujours intéressant, dans une notion un peu de fair use où il peut écouter... autant qu'il veut quelque part. Alors avec son abonnement, l'utilisateur de son abonnement, il a droit en illimité à la totalité du catalogue de Sibel, donc Sibel Plus. Donc on touche moins sur un très gros consommateur que sur un plus petit quelque part. S'il y a un abonné, en même temps c'est aussi de la valeur global en fait. Ouais, c'est global. C'est au global, donc ça va vraiment revenir un peu comme c'est au modèle d'écoute, mais ça revient au CPM, au coût pour 1000 qu'on peut avoir sur de la pub finalement. Donc on va avoir cette assiette globale de ce que représentent les écoutes totales de Sibel, et donc c'est le prorata de ce que le podcasteur réalise comme écoute sur les abonnés, et donc là il y a le partage de revenus là-dessus. D'accord. Je continue un peu à tirer le fil là-dessus. Après, s'il y a des choses qui sont trop... que tu peux pas dire, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Ça veut dire, par exemple, pour un podcasteur qui monétise par ailleurs, vous matchez quasiment le niveau de rémunération pour que lui ait un intérêt à enlever sa pub. Et c'est du cas par cas ou c'est une grille par rapport à un CPM de marché, quelque part C'est par rapport à... C'est le même cas pour tout le monde. C'est le même cas pour tout le monde, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est exclusif, c'est non exclusif. On peut décider d'être sur Sibel et d'être sur les autres plateformes ou c'est des rémunérations différentes? Ça, pour le coup, c'est cas par cas. C'est chacun qui décide. Le podcasteur peut très bien décider. Donc, forcément, les CPM sont moins élevés quand on n'est pas en exclusivité. Normal. Et donc, plus élevés quand on est en exclu. Et donc, ça, pour continuer sur ta question de qu'est-ce qu'on a quand on est premium, au-delà de ne pas avoir la pub, on a le droit aussi à tout le catalogue, donc en illimité, avec énormément d'exclusivité. D'accord. Typiquement, auxquels n'ont pas le droit, n'ont pas accès quand on les abonnés les gratuits, les inscrits gratuits. Les utilisateurs gratuits ne peuvent pas avoir accès à toutes nos créations originales, aux exclusivités. On a un certain nombre d'exclusivités, que ce soit avec les podcasteurs justement, sur la fiction, sur les documentaires, sur les histoires pour les enfants, etc. Sur un certain nombre de licences qu'on a sur les enfants. Je sais que tu voulais qu'on en parle aussi. Exactement. Sur les enfants, on a des licences avec du Disney. Ça, typiquement, c'est réservé aux abonnés payants. Ouais. Et c'est exclusif, ça, justement, sur du Disney. Vous avez l'exclusivité sur ou c'est des productions que vous faites sous licence, donc c'est des productions originales que seul vous avez. Alors, sur Disney, sur ce cas particulier, c'est pas nous qui l'avons produit. Donc c'est vraiment une licence, donc des choses existantes en fait de la part de Disney. Et donc là, on va se retrouver avec tous les grands classiques du Roi Lion, Indestructible, Livre de la Jungle. Voilà. Ça fait parce qu'ils en ont un sacré catalogue, mais ça fait quand même un sacré catalogue. Et vous produisez des podcasts? Et on produit, on fait des créations originales qui sont donc effectivement en exclusivité sur Sibel. Et donc là, on produit en fait on coproduit avec des studios. Donc on a travaillé avec Binge, avec Paradiso, avec Louis, avec Showcast. Donc voilà, pour que ça soit des exclusivités et sur Sibel. Ouais. Et alors là,
c'est des productions que vous achetez et vous avez derrière plus de rémunération, ou c'est un ticket que vous mettez et puis derrière il y a quand même un partage de revenus sur les écoutes? On finance à 100% en fait. Vous achetez des productions vraiment exclusives pour Cybelle. Ouais, tout à fait. On finance à 100% cette production. Ça, c'est l'autre postulat de base en fait sur lequel on a créé Cybelle. Et pourquoi est-ce qu'on est sur une plateforme qui est justement premium avec un abonnement? C'est que, alors avec mon associé, on vient de la vidéo. Nous, et il y a quelque chose qui nous a beaucoup interpellé quand on s'est intéressé au monde de l'audio, c'est cette gratuité. C'est de se dire, on paye pour de la musique, on paye pour de la vidéo, on paye un certain nombre de biens culturels pour avoir accès à ces biens culturels, parce que c'est normal en fait, le contenu ça coûte cher à produire. Maintenant t'es bien dedans, tu sais, ça coûte toujours. Ça coûte du temps, des moyens, voilà. Et pour autant, c'est quelque chose qui est pas du tout structuré justement sur un modèle économique qui permet non mais aujourd'hui 95% des podcasteurs gagnent moins de 500 €. Donc il y a un moment, on peut pas vivre de ça. Non. C'est quand même une économie qui est extrêmement compliquée. Moi, j'ai très longtemps travaillé avec des créateurs avant sur YouTube, Instagram, etc. Et en fait, pour pouvoir produire correctement, pour avoir des moyens de production qui vont aussi influencer, qui vont se voir dans la qualité en fait des productions. Voilà, là tu me reçois, on est avec un casque, on est avec du bon matériel. C'est du matériel qui coûte de l'argent, et donc il faut avoir, cette économie qui permette de le faire. Et donc pour avoir des productions de qualité, pour qu'on puisse continuer à produire et qu'on puisse continuer à encourager les créateurs dans cette production. Nous, on est convaincus qu'il faut créer justement ce cercle vertueux où il y a un partage de revenus pour que les créateurs puissent vraiment continuer leur création. Du contenu. Et quelque part, donc, se pose forcément la question de l'évolution du marché, parce que tu l'as dit, le podcast, c'était quelque chose de très... c'était un hobby pour certains, j'imagine, ou un peu de pub ou du catch-up, ce qui n'a presque aucun rapport. Mais est-ce que les gens sont prêts à payer? Tu vois, est-ce qu'on n'est pas dans la même situation que la presse en fait en France et dans le monde après des années où c'était quelques originaux dans les rédactions qui faisaient le web les premières années, puis les gens ont eu l'habitude d'avoir tout gratuit et c'est ultra difficile de les faire venir. Alors dans la presse ça vient maintenant, tu vois, on retrouve de la croissance, il y a des recrutements, il y a des belles solutions techno, des paywalls dynamiques, il y a plein de choses qui permettent maintenant et les gens l'ont compris et s'abonnent de plus en plus. On en est où dans le podcast? Parce que perso c'est vrai que je connais peu de gens, pas de gens qui payent. Alors, vous avez 50 000 abonnés payants. Il y a aussi Spotify qui... Alors, on paye pas directement pour le podcast, mais c'est du contenu, tu vois, qui vient un peu renforcer la valeur de l'abonnement. Voilà, les gens sont prêts à payer. Maintenant, tu sens qu'il y a un switch où c'est dur par rapport au fait de payer pour des podcasts? C'est très nouveau très nouveau, mais ça reste toujours une problématique de valeur perçue. C'est que si l'utilisateur voit une vraie valeur dans le produit, dans l'utilisation, dans les contenus exclusifs auxquels il va avoir accès, les utilisateurs sont prêts à payer. Justement, on n'est plus il y a 15 ans, quand tu faisais référence à Spotify. Spotify, il se battait contre la musique en téléchargement illégal. Oui, bien sûr. Qu'on avait gratuitement. C'était illégal, mais qu'on avait gratuitement. À l'époque, d'ailleurs, on se voyait même plus que c'était illégal, finalement. Et donc, on avait cette accessibilité-là. Il y a une vraie valeur perçue sur le produit. L'UX, t'as raison. Je me souviens, moi, une des choses qui m'a fait passer sur du payant, c'était beaucoup plus simple, au final, de payer 10 € et d'avoir tout avec un super confort que de se prendre la tête à télécharger. Je veux dire, au bout d'un moment, tu te dis, valeur perçue en tout cas sur l'UX. T'as la valeur perçue sur l'UX, sur le produit en lui-même. Donc ça, c'est hyper important. Mais même un Netflix, quand ils ont débarqué, le catalogue était nul. Le catalogue, c'était que du vieux catalogue, sauf que le produit était génial.
Et finalement, on n'est plus dans un monde de linéaire. On est tous habitués aujourd'hui à consommer ce qu'on veut quand on veut. C'est pour ça, quand on veut, sans attente. Sans attente et sans avoir cette grille de programme. Voilà, le linéaire, on n'est plus dans cette consommation-là, puisque on nous a habitués justement avec de la SVOD, avec du replay, quel qu'il soit, que ce soit vidéo, audio. On a ce quand on veut. Quand on veut consommer. Et finalement, un Netflix au démarrage, il y avait plus ce côté où on va être devant la télé, on va zapper d'une chaîne à une autre, il y a un film qui commence, ah bah tiens, j'ai loupé le début, ah bah je vais aller sur Netflix, c'est facile. Le produit est là, il est chouette pour que je puisse à n'importe quel moment commencer mon film au démarrage. Ouais. Ça a été hyper long avant qu'un Netflix lance sa première création originale et que là, il y a une vraie dynamique de création originale. Mais c'était pas ça au début. Ouais. C'était pas ça. Donc, dans l'audio, il n'y a aucune raison que ça soit finalement très différent. Dans le paysage médiatique, on reste dans ces réflexes qui doivent être créés, à savoir un produit qui soit le bon produit audio, pour de l'audio parlé, donc avec ce côté de recommandation qui va permettre la découvrabilité de nouveaux contenus, avec le suivi des épisodes dans le bon sens, hein, rien qui me rend plus dingue quand j'écoute un feuilleton et que en fait les épisodes ils se mettent pas dans le bon sens parce que le flux RSS il est buggé. C'est pas dans le bon sens en fait sur Apple Podcast parce que c'est le dernier en fait et ça me réenchaîne pas sur le bon, ça me rend dingue. Donc voilà, donc il y a vraiment cet usage-là. Et puis après, évidemment que dans cette valeur perçue, on a le contenu. Donc ça va être vraiment sur ce bon contenu, ce contenu de qualité. Et donc nous, on est convaincus que pour la production de ce contenu de qualité, il faut des financements en fait. Ouais. On est quand même sur une industrie culturelle où l'audio, on n'est pas aidé au niveau du gouvernement, au niveau de... il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide en fait. Alors que on a des auteurs, des autrices, des techniciens, des techniciennes, comédiens, comédiennes. Oui, c'est une vraie industrie organisée, quoi. C'est plus des gens dans un garage, etc. Oui. On peut plus, on peut pas se. Et puis bon, même peu importe. Enfin, peu importe le cadre. J'ai envie de dire, on n'a pas. C'est de la création. C'est de la création. Donc on n'a pas à juger en fait cette création. Ça crée des audiences. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est de la bonne création. Et donc cette création, pour l'encourager et pour que elle soit foisonnante et que elle continue à se professionnaliser, qu'elle continue à avoir des contenus de qualité. Nous aujourd'hui, on en est à plus de 2,5 millions d'investissement dans le contenu sur Sibel. Et c'est alors là, plus question business, mais c'est vous avez levé, c'est des fonds propres? Non, il y a eu différentes levées de fonds? Ouais, on a levé en tout plus de 5 millions. Donc il y a la moitié. Tu l'as dit, c'est de l'investissement, notamment dans le contenu. J'imagine que les 3/4, 80% sont passés dans de la production de contenu, quoi. Ah oui, on a, parce que je te disais, dans toute transparence, on a investi plus de 2,5 millions dans le contenu, en fait, depuis la création de Sibel. Ouais. Mais bon, de toute façon, tu l'as dit, c'est un peu la clé. On le voit. Il suffit de regarder ce que font Netflix, toutes ces plateformes. C'est vraiment le contenu aujourd'hui qui fait la différence pour se dire qu'on va chez l'un ou chez l'autre ou chez plus. En tout cas, c'est vraiment le contenu. Parce que le produit, une fois qu'il est là, il est bon, il est fait. J'imagine qu'il y a des standards, ça marche. Mais c'est sur le contenu que ça va faire une grosse différence. Alors après, le produit, il évolue toujours. Et ça, c'est hyper important. On est hyper à l'écoute justement de nos utilisateurs, de nos abonnés, parce que voilà, il faut toujours qu'on pense à des nouvelles features. Il y a vraiment une vraie recherche et développement sur le produit pour avoir vraiment le meilleur produit adapté pour cette consommation. Et oui, évidemment, le contenu. Mais tu sais, Netflix, depuis, on a fait un x5 sur la consommation de séries depuis Netflix. Tu veux dire les consommateurs. Les consommateurs. Explosion de la demande sur les séries depuis Netflix. Et ça, c'est aussi le produit qui crée finalement cette envie d'aller en chercher plus. Et c'est ce que je disais par rapport à ce plafond de verre sur le podcast. Moi, je suis convaincue qu'on est loin d'avoir atteint la consommation maximum en fait par utilisateur, parce qu'ils ont déjà cette appétence-là, ils ont déjà ce goût pour l'audio, leur oreille est déjà un peu formée à ce type d'écoute. Il faut
faut qu'on puisse leur apporter plus de contenu qui vont les satisfaire. Ouais, effectivement. Et justement, parlons un peu de ces contenus. Tu peux citer quelques titres phares de la plateforme, des choses vraiment qui ont bien marché ou dont tu es particulièrement fier, que vous avez produit chez Cybelle? Ça, c'est toujours la question piège, parce que si tu fais pas de manière exhaustive. Non, mais alors fais-le par rapport à toi, parce que forcément, tu peux pas tout aimer dans ce que vous produisez, j'imagine. Et bien sûr que si. S'il devait y avoir un podcast à écouter ou deux. T'es dur. Ouais. Le truc, c'est exhaustif, vous avez trop de contenu pour tous les citer. C'est vrai. Là, ou le dernier peut-être sorti, comme ça on aura l'excuse de la chronologie. Tu vois, le dernier qui vient de sortir. On s'est beaucoup amusé sur un gros plateau. Là, on était sur une adaptation. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant comme genre. C'était une adaptation d'un livre. Donc on est sur une fiction. Hein. C'était l'adaptation de La disparition de Stéphanie Meller de Joël Dicker. Et donc, on est vraiment dans le cadre d'une adaptation. Donc, ça veut dire que c'est pas... nouveau aussi comme exercice. Exactement. C'est pour ça que je le cite. Ouais. Parce que, voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau. Puisque ça veut dire qu'une adaptatrice, Sophie Limp, autrice, a complètement réécrit la totalité du livre de Joël Dicker, donc au même titre que si on avait fait une adaptation en audiovisuel, série ou film. Là, ça a été entièrement réécrit pour que ce soit au format audio. Ouais. Et c'est la première réalisation d'Anna Girardot, qui a très envie de réaliser, et avec un super casting qui se sont aussi, eux, beaucoup amusés, parce que c'était tous la première fois qu'ils participaient à une fiction audio. Ouais, c'est marrant. Donc c'était Alice Belaïdi, Guillaume Labbé, Samir Ghesmi, il y avait une super ambiance sur le plateau, sur cette et alors là, c'est par curiosité, ils sont les dialogues comme on le fait, comme on discute, ou se fait un peu en live, où chacun fait ses prises et puis après on mixe? Alors, tu vois, ce qu'il y a un peu où il joue, ouais, c'est ça. Il joue réellement en se donnant la réplique. En se donnant la réplique. Et en bougeant. Donc, on est dans des studios où ils sont pas fixes, en fait. Ils sont pas. Ils ont un petit micro-cravate, limite. Et ils sont à la perche. Ils sont perchés. Ouais. Donc, vraiment, finalement, dans des conditions qui sont plus sur de l'audiovisuel, puisqu'ils sont à la perche, ils bougent réellement, ils avancent. Enfin, voilà, ils se déplacent. Ils jouent. Et ça fait une grosse différence dans l'audio, la manière de le percevoir. T'entends, ça s'entend quelque part. Il y a cette vraie stéréo. Alors parfois on fait même du son binaural, donc on spatialise vraiment le son, et donc il y a une mise en scène sonore en fait qui est faite. Et c'est très drôle. Anna Girardot a réalisé, donc a dirigé tout son plateau les yeux fermés. Elle gardait tout le temps les yeux fermés, elle était au casque. Pour se projeter dans l'expérience d'écoute. Exactement, et on avait un bruiteur en fait qui était là, qui bruitait pendant. Donc, en live, au bon moment. Ouais. Ça doit être assez sympa. Vous avez filmé un peu? Il doit y avoir des trucs. Il y a des making-of qui sont assez marrants. Parce que, ça pourrait être des trucs pour les abonnés, hein, des making-of comme ça. Tu sais, enfin après, j'y pense, mais tu vois, toujours avoir un peu de contenu en plus. Je pense que les gens, ils seraient plutôt demandeurs de ce genre de choses. Peut-être pas tout de suite, peut-être après, je sais pas, mais en tout cas, le making-of, ça doit être. Enfin, j'aimerais bien voir ces scènes que tu décris. Tu vois, ça doit être assez cool à voir. Ouais, c'est assez marrant parce qu'on s'imagine pas forcément. On a souvent des making-of en fait de doublage, par exemple, de dessins animés. Oui, tu les vois avec leur pupitre, l'écran. Alors il y a un peu de gestuel, mais il n'y a pas ce côté mobilité dont tu parles à la perche qui doit avoir rien à voir en fait. Limite, t'entends un peu le souffle, etc. Quand il y a des déplacements, ça doit être encore autre chose. Ouais, c'est complètement autre chose. Et puis du coup, sur ceux, ils sont avec des vêtements qui doivent limiter les frottements pour pas que ça pollue. Le bruit, alors évidemment c'est remixé derrière, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'on fait attention à ça parce qu'ils sont justement pas en cabine fixe. Avec un pupitre, un truc qui défile, etc. quoi. Okay, exactement. Donc ça, c'est vrai que c'était une expérience qui était assez chouette et c'est vrai que les comédiens que j'ai cités, qui sont plus des comédiens habitués à l'audiovisuel, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Ça les a passionnés parce que c'est leur métier de comédien, donc ils jouent réellement, et dans un exercice en fait qui est complètement différent parce que
toutes leurs gestuelles qu'ils ont l'habitude de faire passer en termes d'émotion dans leurs yeux, dans leur mimique, dans ce qu'ils peuvent avoir en visuel, là, ils savent que tout ça, il va falloir que ça passe par la voix uniquement, sans surjouer, sans toujours en jouant juste, parce que ça, sinon c'est terrible, ça s'entend encore plus. Donc voilà, donc c'est un exercice qui est assez rigolo. Ouais, écoute, donc je mettrai le lien et pour qu'on puisse écouter ça. Alors j'imagine qu'il est réservé aux abonnés. Celui-ci est réservé aux abonnés. Il n'y a pas des teasers où tu peux écouter le premier, etc. en mode... Alors si, sur la disparition, il y a le premier épisode, je crois, qui est... Ouais, c'est un peu l'idée. En même temps, mais voilà, c'est un peu l'idée, comme les paywalls dans la presse où t'as envie d'en voir un peu plus, d'en écouter un peu plus. Écoute, très cool. Je reviens juste une seconde un peu en arrière, mais c'est un peu mon truc. Je laisse des fois un peu mes pensées divaguer les questions, mais c'est pas très grave. Sur la diffusion et la distribution, donc on en a parlé rapidement. J'ai vu que vous étiez aussi sur Spotify et qui renvoie vers votre site, etc. en mode un peu pub teaser. Alors, ce que j'allais dire, c'est que sur du YouTube ou tu peux avoir des pastilles en fait qui vont renvoyer sur Sibel en titre de promotion. Ouais. Oui, parce que toute l'idée quand même, vous, effectivement, c'est que ça se passe sur votre plateforme et que tous ces canaux viennent en fait dans l'écosystème où tu peux convertir quelque part comme un média avec un peu de gratuit, puis derrière un peu de travail pour les convertir en abonnés, quoi. Donc t'as aucun intérêt évidemment à être ailleurs, si ce n'est pour faire un peu de promo. Ouais, tout à fait. Donc oui, tu vas pouvoir retrouver, on parlait de la disparition de Stéphanie Meller, tu vas pouvoir retrouver déjà de la pub, des teasers, et puis oui, même sur YouTube, tu vas pouvoir retrouver un début d'épisode, ou même on a travaillé avec des youtubeurs. PV Nova, par exemple, où on avait fait une création originale qui s'appelle Gaïa. Et Gaïa, il y avait les 2 premiers épisodes sur sa chaîne YouTube. Et le reste, c'est en écoute et en exclusivité sur Sibel. Donc voilà, donc tu vas avoir des petits points de promotion comme ça. Pour être visible le plus possible. Voilà. J'ai vu aussi que vous étiez disponible en anglais, français et espagnol. Ça, c'était une volonté un peu d'être européen. Comment ça fonctionne chez vous? Comment ça se traduit en... Alors, il y a le produit, évidemment, mais surtout sur les contenus. Vous faites la même chose, ces productions avec des acteurs locaux. Il y a de la traduction. Comment vous arrivez à mener tout ça de front? Alors, comme je te le disais, sur Sibel, tu vas avoir toute la partie, création originale. Donc là, ça va être du doublage. Donc on va doubler nos contenus, puisque là on peut pas sous-titrer, on est pas... c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas plus tard, je sais pas, avec un lecteur, un player vidéo, il y a peut-être des choses à faire. C'est pas l'idée sur mais donc on double, on double dans les autres langues, et après tout le travail qu'on fait justement de licence d'une part, parce que nous on n'est pas un agrégateur dans le sens où on prend pas les flux RSS, donc on a des accords avec la totalité en fait des ayants droit qui sont distribués sur Sibel. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aux podcasteurs de faire la demande de référencement et donc de discuter avec vous. Et vous n'allez pas de manière sauvage, c'est pas automatique. Le terme, mais automatique en tout cas, c'est le bon terme, référencer un maximum de podcasts. C'est pas ça l'objectif. Ouais, tout à fait. Donc avec les médias d'une part, donc on distribue tout, Radio France, TF1, France Télévisions, enfin voilà. Donc tout ça, on a des accords en fait de distribution avec chacun de ces ayants droit. Et après, surtout, une fois encore, pour nous, ce qui est important, c'est toute la partie podcasteur et créateur, et donc des accords, puisque comme on le disait, avec des redistributions sur les abonnés, sur les abonnements, sur le prix de l'abonnement, avec un partage de revenus avec les podcasteurs. Donc ce travail-là, il est hyper local, puisque c'est avec chacun des podcasteurs dans son pays, avec lesquels on va avoir des discussions pour recréer une fois encore cet écosystème qu'on veut être un écosystème qui soit vertueux pour l'économie du podcast en général, et en particulier pour les podcasteurs avec cette redistribution, parce que on est convaincu que on est tous pareils, c'est qu'il y a un moment, si on a droit gratuitement au contenu, forcément on va le préférer gratuit que payant. C'est humain quelque part. Voilà, c'est juste humain. Donc on a parlé de l'expérience produit qui est évidemment indispensable, mais pour avoir cette dynamique là, c'est vrai que l'exclusivité aide toujours beaucoup plus, parce que on va être attaché
au contenu, on va être attaché de vouloir continuer à l'écouter, à le regarder, et donc pour avoir cette dynamique-là qui soit vertueuse pour le podcasteur, c'est vrai que ça c'est très important qu'il s'y retrouve économiquement. Ouais, c'est clair. Et pour revenir au début de la question sur les marchés donc anglais, espagnol, vous avez, alors j'imagine que très quand même francophone, c'est votre focus, etc. Il y a une offre quand même, par exemple en espagnol, si je suis espagnol, je m'abonne, je vais retrouver une offre suffisamment riche et exclusive pour justifier un abonnement. Vous avez combien d'abonnés dans ces pays-là, si tu communiques en split? Aujourd'hui, on est encore en MVP sur l'anglais. D'accord. Donc on n'est pas encore réellement lancé sur l'anglais. En Espagne, on fait en fait un peu la même dynamique que on a pu faire en France, c'est que on a ce côté démarrage gratuit pour expliquer notre offre, et expliquer notre positionnement. Et je pense qu'il faut aussi, on est une fois encore dans un marché qui est très jeune, donc il y a cette phase de pédagogie à avoir aussi sur quelle est l'offre, quel est le produit, quel est le positionnement et pourquoi est-ce que, oui, on va me demander de payer. On dit jamais que c'est gratuit, on dit profitez-en pour l'instant, c'est en offre découverte, donc vous avez accès à ce service gratuitement, parce que c'est factuel, mais pour autant, n'oubliez pas, le contenu, ça coûte cher. Ouais, ça c'est important de le faire. Et vous monétisez pas du tout dans ces cas-là? Il y a un peu de pub, il y a quelque chose? Ou non, là vous êtes vraiment faire connaître le produit, développer l'usage, récupérer un maximum d'utilisateurs gratuits pour demain, quand ça deviendra payant, pour en convertir un certain nombre. Ouais, tout à fait. Et nous, on n'est pas régie publicitaire, donc on gère pas du tout la pub. Donc typiquement, les podcasteurs avec lesquels on travaille sur la partie uniquement gratuite gardent leur pub et leur inventaire et leur monétisation. Et tout ça, ils gardent 100% de leur revenu publicitaire. Ouais. Donc ça c'est assez clair. On parlait rapidement de l'offre des enfants. Voilà, il y a une offre dédiée. Je trouvais ça assez cool. Donc Sibel Kids. Donc on a parlé des licences Disney. Vous sentez que c'est un gros marché? Tu peux en dire un peu plus de ça et comment vous développez cette offre un peu spécifique? Alors en fait sur Sibel on a la possibilité de créer des profils puisqu'avec son abonnement à 3,99€ par mois on a jusqu'à 5 profils. Vraiment la Netflix on va dire, des usages qu'on commence à connaître. Oui, tout à fait, mais qui sont aussi très adaptés finalement pour l'audio. On n'y pense pas assez, mais pour l'audio, on se partage notre abonnement avec son conjoint. Et ben, on est bien content de pas avoir la même reco. On n'est pas en train de lire on n'est pas en train d'écouter le même podcast quand on fait notre reprise de lecture. Ben, en fait, on a envie de retrouver son historique et pas celui de. Ça me fait penser à mon Spotify complètement pourri par ma fille où c'est insupportable. Recommandations, ça ne va pas du tout. Je vais finir par lui prendre un compte à 10 ans parce que elle me pourrit mon historique chaque année. C'est ça. Donc voilà, donc une offre un peu spécifique où les gens aiment bien avoir leur environnement, leur historique et les bonnes recos surtout. Et les bonnes recos. Donc ça, une fois encore, il y a un vrai truc qui est très très important. J'insiste vachement sur la découvrabilité des contenus, mais voilà, une fois encore, on est convaincu que qu'il y a vraiment énormément, il y a des gros leviers en fait de croissance grâce à ça. Et donc on a la possibilité de créer des modes enfants dans la création des profils. Et donc ce mode enfant permet aussi pour les parents d'être très détendus sur le fait que ils vont avoir un catalogue qui est adapté aux jeunes oreilles, qui est une alternative aux écrans qui est quand même juste génial pour les parents. Enfin voilà, moi je suis maman de 10 et 7 ans et c'est vrai. Faut leur montrer des trucs intéressants pour sortir de l'écran. Et donc, les bons podcasts en fait partie. Et donc, les bons podcasts, évidemment, que ça fait appel à leur imaginaire. Et ça, c'est une grosse consommation. Nous, c'est 35% de notre consommation sur Sibel. C'est une très grosse consommation. Alors, évidemment, on peut parler du moment où on s'est retrouvés tous confinés avec des enfants à la maison et... Rappelle-moi les souvenirs, et voilà. Je comprends. Pareil. Et en fait, on met pas nos enfants toute la journée devant YouTube, devant Netflix et compagnie. Donc, c'est rien que d'avoir cette utilisation-là, parce qu'on va avoir un produit qui va être adapté avec une vraie richesse, avec une vraie profondeur de catalogue, qui va s'adapter, où il y a des contenus pour tous les âges, et donc de pouvoir
Oui, avoir cette fenêtre d'imaginaire où nos enfants, ils ont vraiment leur imaginaire qui va travailler, ils vont travailler leur vocabulaire parce que ils sont obligés de se concentrer en fait sur les mots, sur l'importance des mots, et donc ils retiennent beaucoup mieux. Ils sont très actifs en fait dans une écoute, contrairement à devant une vidéo où ils sont très passifs finalement. Donc ça, c'est un gros usage. Et c'est vrai que d'avoir, avec tout le système de contrôle parental, évidemment, pour que l'enfant puisse pas retourner se balader dans l'univers adulte. Où voilà, on n'a pas envie qu'il aille écouter un thriller qui va se retrouver sur la partie adulte. Donc il a un environnement qui lui est complètement sécurisé, qui est adapté et qui lui permet lui-même d'avoir son propre historique, d'avoir ses propres recommandations pour aller écouter des histoires. Il y a un côté un peu régressif chez moi où j'écoutais des histoires. Moi, quand j'étais gamine, j'étais fan d'Émilie Joly et autres. donc voilà, ça m'empêche pas tous les soirs de lire des histoires avec mes enfants, mais au bout de la 12e histoire, je suis contente aussi qu'ils écoutent Cybèle. Ouais, c'est ça. Au bout de quelques années, effectivement, t'as peut-être un peu moins de courage et t'es content d'avoir des histoires. C'est Radio France qui, évidemment, a des beaux podcasts sur les enfants, mais ils ont aussi lancé avec Bayard leur Merlin. Ouais, la petite boîte à histoires. Ouais. Pour vous, ça fait... alors, je vais dire concurrence, c'est pas le bon terme, mais eux, ils ont pas de souci quand même à vous distribuer. Vous avez ce contenu ou il y a du contenu exclusif sur Merlin? Je t'avoue que j'ai pas regardé dans le détail. Tu m'as dit que il y avait les podcasts de Radio France chez vous. Eux, leur stratégie, elle est plutôt d'aller sur leur propre plateforme, mais ils sont quand même... C'est des négociations qui sont dures, il faut les rencontrer, non? Ils sont assez ouverts au fait de distribuer leur contenu? Alors, on retrouve effectivement tout Radio France chez Cybèle. Donc ça, on a des accords de distribution, donc les super contenus auxquels tu fais référence, que ce soit Oli, les Odyssées, etc., qui sont juste géniaux. Tu les retrouves sur Cybèle. Après, l'offre, elle est assez différente dans le sens des boîtes à histoires, au sens large, hein, pas seulement sur Merlin. Il y en a plein des petites boîtes à histoires comme ça qui sont sur un device en fait, et donc on est vraiment sur le device, et nous c'est vrai qu'on fait pas du tout de device en fait. Nous on a ce côté multiplateforme où on va pouvoir nous retrouver, aller nous consommer partout. Là où on est. Voilà, partout tout le temps. Et donc on est quand même sur un autre concept. Mais bon, ceci dit, vous pourriez y avoir une boîte demain. Alors après, c'est des gros investissements, c'est du hardware, etc. C'est du hardware. Je pense que différent. C'était totalement différent, mais ça pourrait aussi avoir du sens. Mais bon, en même temps, c'est tellement des gros investissements et que tout le monde a déjà son téléphone sur lui. Aller installer un usage sur une autre boîte, c'est autre chose. Encore les enfants, tu peux te dire, je veux pas les mettre sur un téléphone, un smartphone, donc avoir un objet, une boîte un peu sympa. Bon, dans la chambre des enfants, pourquoi pas, mais c'est vrai que pour vous, je dis ça, je reviens sur ce que je dis, je pense pas que ça ait beaucoup de sens. Alors, on est disponible typiquement sur des enceintes connectées. Ouais. On est avec Alexa, et ça, il y a un usage qui est vraiment en train de se développer. Ah ouais, je t'ai pas posé la question tout à l'heure. Je suis un peu non pas passé à côté, mais j'avais pas beaucoup regardé les enceintes connectées il y a quelques années sur les projets Google. Il y avait plein de choses. J'ai l'impression que l'usage décollait pas. Si vous voyez en fait des gens qui lancent le skill Cybèle et derrière tu fais comment ta recherche par curiosité, un genre, tu choisis un genre ou tu donner le titre. On accompagne. Alors, c'est toute la difficulté quand on n'a pas d'écran. On en revient à cette découvrabilité du contenu. C'est comment est-ce que on arrive à lancer ces contenus-là. Donc, on accompagne vraiment pas à pas l'auditeur qui va chercher du contenu. Donc oui, tu vas lui proposer des choses par genre. Il va décider au fur et à mesure. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de reprises de lecture sur son profil. Donc ça, c'est vrai que... Ça marche sur tous les devices, la reprise de lecture. Ouais. Je dis reprise de lecture et il me lance le dernier podcast en cours où j'ai mis pause, quel que soit le device. Quoi. Typiquement, tu lui lances Cybèle sur ta skill Alexa, le premier truc qu'il va te proposer, c'est de reprendre ta dernière lecture. Ça, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est quand même très pratique. Ouais.
J'avoue, c'est le genre de truc que je pourrais utiliser. Alors, j'ai pas d'Alexa, mais je vois bien, en tout cas, l'usage. Je t'ai pas posé la question sur la recommandation, qui est, tu le dis, une des clés de différenciation et pour augmenter les usages et donc percevoir la valeur de l'abonnement. Comment vous faites cette recommandation? Est-ce que ce sont des équipes, des humains qui le font? Est-ce qu'il y a de l'algorithme? Comment est-ce que vous organisez ça? Quelle part de travail ça représente? Alors, c'est beaucoup d'ingénieurs derrière, c'est beaucoup de recherche et développement, donc ce sont les devs, parce que c'est un algorithme. Alors, on a plusieurs manières d'aller recommander, du item to item, où on va vraiment avoir... c'est un peu, en gros, sur le contenu en lui-même. Vous avez écouté ça, donc vous devriez écouter ça. Maintenant, il est quand même un tout petit peu plus intelligent, à savoir, on va prendre quand même quel va être ton taux de complétion sur... donc, combien t'en as écouté, si t'as écouté que 5% de ce contenu, ça veut pas forcément dire que tu l'as aimé, en fait. Non. Donc voilà, donc on prend évidemment sur ce genre d'usage par rapport à l'utilisateur, lui, de ce qu'il a écouté, et donc ça, c'est vraiment de manière intrinsèque ce qui concerne le contenu, et donc on va avoir ce nuage de contenu similaire qu'on va pouvoir recommander. Et puis après, on a notre base, évidemment. Nous, on a beaucoup de data puisqu'on est une plateforme, donc on a accès à toute la data, à tout l'usage, toute la consommation. Et donc ça va être aussi le item to user, où là on va pouvoir se dire il y a 2 utilisateurs, ils ont tous les 2 tel point commun dans leurs écoutes, donc on va pouvoir leur recommander d'autres choses que l'un ou l'autre utilisateur n'a pas écouté et qui a plu en fait à l'utilisateur A. Donc là, ça a aussi une grosse quand même partie du boulot là-dessus, sur le développement de cet algorithme et sur ses recommandations. Ça vous permet, j'imagine, vous êtes très orienté de data, même pour le choix des podcasts, des productions. Comment est-ce que vous dites, tiens, je vais aller choisir tel truc, etc. Est-ce que c'est des studios, vous dites on veut faire quelque chose? Comment vous organisez un peu les podcasts que vous produisez, les thématiques sur lesquelles vous voulez aller? Qu'est-ce qui détermine ça? Alors oui, on regarde beaucoup la data. Cette data, elle est hyper riche parce que on va avoir les taux de complétion, on va savoir quand est-ce qu'on a les pics de consommation dans la journée, on sait quel device, et donc c'est pour ça qu'on sait bien que ce multi-device, on sait bien qu'on accompagne en fait nos auditeurs toute la journée sur cette reprise de lecture qui va pouvoir retrouver de manière facile à chaque fois, que au final il n'écoute pas forcément la même chose non plus le matin dans le métro que le soir quand il va se coucher, et ça, enfin, on se dit oui, normal, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on pense. C'est sûr que dans le métro on va peut-être regarder une vidéo TikTok le soir, on va plus regarder une série sur Netflix. C'est pareil en fait. Dans l'audio, on va pas avoir les mêmes envies d'écoute le matin que le soir. Donc c'est toujours pouvoir aussi lui pousser le bon contenu en fonction du moment de la journée où il va lancer Cybelle. On va pas forcément lui présenter les mêmes choses. Et ensuite, c'est comment est-ce que on va nourrir en fait nos utilisateurs avec les bons contenus. Et donc c'est vrai que on va avoir des espèces de cohortes en fait d'utilisateurs. On va se dire là, est-ce qu'ils ont suffisamment de contenus qui vont les satisfaire? Et donc ça, c'est sûr que ça aiguille nos créations originales. Après, tous les producteurs, on travaille avec énormément de producteurs, nous proposent oui, eux aussi sont dans le marché naissante, et puis bien sûr, c'est pas que d'arriver non plus par la data non plus. Il y a quand même un peu de l'humain et puis des choses qu'on vous propose. Bien sûr. On a des pitchs, des sessions de pitch et voilà. Et ça, c'est hyper riche. Et puis, c'est surtout de pouvoir aussi aller développer cet usage-là vers des nouveaux publics. Et donc ça, c'est aussi très intéressant. Ouais. Écoute, c'est très clair. Je pense que sur Cybelle, avant de t'interroger sur les horizons, je voulais parler un petit peu du PIA. Est-ce que j'ai oublié une question que j'aurais dû te poser peut-être sur Cybelle? Non, alors est-ce que on a tout dit? Voilà, moi c'est vrai que l'évolution de Cybelle, une fois encore, on existe depuis 2019 et ouais, c'est très peu, avec une grosse ambition en fait, parce que quelque part,
enfin je l'ai pas demandé, mais je l'imagine, c'est d'être un acteur européen, mondial. Où est-ce que vous voyez? Bon, je suis pas sûr à ma question des horizons. Je voulais la poser tout à l'heure, mais tant pis, je la pose là. Où est-ce que vous voyez devenir un Spotify-like donc un acteur mondial du podcast français, européen? Ouais, tout à fait. Alors, à une époque, on nous avait appelé le Netflix de l'audio. Ouais, bon, ça, c'est le truc galvaudé, un peu classique. Et voilà. Finalement, est-ce que c'est pas le YouTube de l'audio? Parce que du coup, il y a toute cette partie créateur économique qui, pour nous, est hyper importante. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille vraiment avec les créateurs et que je cherche des modèles économiques pour les créateurs et pour pouvoir faire évoluer en fait toute la création qui vienne directement des créateurs. Donc ça c'est un point qui est hyper important, et c'est vrai que on a cette chance avec le podcast d'avoir une page qui est limite vierge. On a un nouveau terrain de jeu, il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à écrire. Et je disais, depuis 2019, on l'a bien vu sur l'évolution et sur la structuration. C'est assez dingue parce que 2019 c'était hier. Hein. Ouais. Et ce développement à l'international, Sibel a toujours été pensé pour être une plateforme internationale. Donc ce développement, il est naturel. Il se fait, pour que ce soit une plateforme avec une ambition mondiale, ouais, bien sûr. Mais pour ça, il faudra beaucoup de contenu. Donc, de nouveau, des levées. Je ne l'ai pas posé la question, vous n'êtes pas rentable aujourd'hui, j'imagine, ou vous allez l'être. Je ne sais pas ce que vous... Alors aujourd'hui, on n'est pas rentable. Pardon. Ça me paraît pas étonnant non plus. Tu vois, vu les investissements et l'ambition, ce serait. Si tu vas aller vite, en tout cas, effectivement, c'est. Oui, ça demande beaucoup d'investissement. Bien sûr. Maintenant, on sera rentable à la fin de l'année, donc. Ouais. Et malgré tout, des levées prévues, parce que, encore une fois, ces contenus coûtent très cher. Tu parlais de 2,5 millions. J'imagine qu'il faut plus accélérer que ralentir là-dessus. Alors oui, on continue d'accélérer. Après, le modèle est un petit peu différent. C'est vrai que quand on a lancé Sibel, on était gratuit. Donc là, c'était vraiment que l'investissement pur. Il y avait 0 rentrée. Donc là, on est quand même dans une dynamique qui est différente. Ouais. Ok. Très clair. Donc je te disais, je voulais parler du PIA, donc le syndicat des producteurs de podcasts indépendants. Qui est une organisation assez récente. Vous en êtes un des... Non? Ça existe depuis longtemps? Non, ça n'existe pas depuis longtemps. C'est assez récent. Le PIA, c'est Joël Renez de chez Binge qui en est le président. On n'en fait pas partie parce que justement, ce sont les producteurs indépendants. D'accord. Et audio. Et donc, on travaille beaucoup avec eux. On a signé un accord avec eux. C'est ça. Vous avez signé un accord avec eux. Oui, tout à fait. Donc t'es peut-être pas forcément la mieux placée pour parler du PIA non plus. Mais bon, tu dois quand même suivre un peu ce qu'ils font. C'était de voir un peu comment ils aidaient le secteur du podcast. Peut-être, c'est un peu peut-être ce que tu disais aussi au début, quoi, d'accompagner sur un peu la monétisation, le changement des mentalités, des usages, sur la gratuité ou le côté payant, et peut-être des relations avec au niveau des aides d'État. Il y a peut-être des sujets là-dessus, quoi. Ouais, complètement. Le PIA, c'est vrai que c'est un syndicat et ça corrobore ce que je disais par rapport à la structuration du marché. C'est que dans toute industrie culturelle, il y a toujours des syndicats pour pouvoir représenter au mieux et pour pouvoir l'industrie et pour pouvoir développer et aller chercher les aides qui vont bien. Une fois encore, oui, aujourd'hui, il y a 0 aide. Le CNC, ce sont des aides, alors qu'on a les mêmes corps de métier en face, mais ce sont des aides qui sont réservées à l'image. Ouais, c'est un truc un peu anachronique. Et donc, s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'aide. Je la fais de manière très basique, mais c'est quand même un peu le résumé de la situation. Ouais. Donc, alors que, on a, quand je décris un plateau de la disparition de Stéphanie Meller, oui, ok, il n'y a pas de caméra. C'est tout ce qui manque, en fait. Ouais. Mais c'est bon. Donc voilà, il faut un peu faire du lobbying pour faire bouger un peu les choses. Et avec les plateformes, vous avez des relations, les plateformes de diffusion. Comment ça évolue un peu les rapports avec ces plateformes de diffusion? Vous leur parlez? Vous les voyez? On se connaît tous. Ouais, j'imagine. C'est une petite famille. Ouais, j'imagine.
On se connaît, oui. Après, on est une plateforme, donc avec les plateformes, ce sont des plateformes concurrentes par définition. Donc voilà, ça reste des plateformes concurrentes. Ouais, c'est un peu David et Goliath. C'est un peu David et Goliath. Après, on n'est quand même pas sur les mêmes positionnements non plus. Hein. Comme tu le disais, Spotify, tu t'abonnes pas à Spotify pour des podcasts. Tu t'es sur Spotify, tu es sur Deezer pour de la musique avant tout. Et ce sont des produits pour la musique qui sont géniaux. Moi-même, j'ai un abonnement pour écouter ma musique. Voilà, c'est top. Mais on n'est pas sur les mêmes créneaux, en fait. Je reviens sur les questions d'horizon. Vos futurs chantiers relais de croissance. Aujourd'hui, vous travaillez sur quoi en termes de produits? Tu as dit, il évolue tout le temps, effectivement, mais est-ce qu'il y a des gros chantiers à venir? Alors, des chantiers au niveau de la tech et du produit, oui. Là, on lance pour les voitures. Aussi, parce que ça, c'est aussi un gros usage, la consommation en voiture. Ouais, le commuting, c'est là où t'as du temps. En tout cas, c'est une bonne, un bon touchpoint, comme on dit, pour écouter des podcasts. Donc, être en reprise de lecture sur un Google Car ou un Apple Car, ça peut être pas mal. Exactement. Et là, on est sûr qu'on peut pas regarder de vidéo en voiture. Donc, vous êtes encore mieux placé là. Oui, il y a une consommation énorme. Il y a plus de 40% en fait de la consommation audio qui se fait en voiture. Ouais. Donc forcément, ce sont des gros relais avec des gros enjeux au niveau du produit, parce que là, on ajoute une couche de sécurité en voiture qui est pas négligeable. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, on a quand même un écran. Nous, il y a un moment. On a toute notre expérience sur Alexa, mais aujourd'hui, si on va sur l'application de Sibel ou même sur le site internet de Sibel ou même sur Freebox, tu citais Freebox, on a une interface visuelle avec les vignettes, avec les textes, donc on peut naviguer en fait un peu comme un service de SVOD d'ailleurs, sur lequel on va pouvoir naviguer. Quand on conduit, tu peux pas. C'est pas hyper recommandé d'aller se balader là-dessus. Donc parce que maintenant il y a des super écrans quand même dans les voitures qui sont de plus en plus gros d'ailleurs. Alors qu'on n'a pas le droit de regarder un écran quand même quand on conduit. Donc voilà, donc il y a des grosses normes de sécurité qui sont hyper strictes, et c'est bien normal qui sont imposées par les constructeurs, enfin les Android ou Apple, pour pouvoir accéder aux plateformes car voiture, ça vous devez répondre à un certain nombre de... Bien sûr, il y a un cahier des charges qui est très précis. En gros, il peut rien se passer sur un écran pendant que la voiture roule. D'accord. Ça peut être qu'à la voie. Ça peut être qu'à la voie ou à l'arrêt. Donc quand on est à l'arrêt, on s'arrête au feu rouge. Là, ça débloque. Tu peux naviguer sur ton écran. À partir du moment où tu roules, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas regarder ton écran. Donc voilà. Donc il y a un certain nombre il y a un cahier des charges qui est quand même assez important, et c'est toujours pareil. C'est comment est-ce qu'on va proposer la meilleure expérience il n'y a pas que la reprise de lecture, hein, c'est aussi comment est-ce que tu vas découvrir d'autres. Et c'est quand tu pars en vacances avec tes enfants dans la voiture et que tu as pour 5 heures de conduite devant toi, c'est comment est-ce que ça va enchaîner les bons podcasts pour que toute la famille passe un moment agréable. Dans la voiture. Exactement. Et qu'on n'ait plus l'éternel, et quand est-ce qu'on arrive. C'est une belle mission. Très clair. On pourrait avoir de l'actu, des choses un peu chaudes, par exemple, sur Sibel. Tu parlais tout à l'heure du métro le matin. Est-ce qu'il peut y avoir, ou peut-être il y en a déjà, des podcasts sur de l'actu, en fait, chaude? Tu vois, des choses qui viennent d'arriver le matin. Ça existe. Pour organiser un peu des moments, ce que je veux dire. Tu sais, t'as un peu ça sur Spotify, par exemple. T'as des moments, et donc tu pourrais écouter ça un peu je sais pas si vous en avez peut-être déjà. Des podcasts d'actu, tu vois, des choses vraiment qui viennent d'arriver. Oui, bien sûr, des podcasts d'actu, on en a. Déjà, tu as tout le replay de radio quand même. Donc en fait, tu peux écouter ça en direct, bien sûr. Tu l'as déjà. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est à vous peut-être d'éditorialiser, de mettre en scène ces choses-là et de proposer, parce que je sais qu'il est telle heure et que tu es dans le métro, je peux te proposer d'écouter ça, quoi. Exactement. Ce que je te disais, c'est que on sait très bien que typiquement on a des gros pics de consommation. Alors évidemment le matin, donc ça remplace effectivement un petit peu la radio. Est-ce que tu vas aller choisir d'écouter à ce moment-là sur ta plateforme.
On va en commuting de la même manière en fin de journée, vers 6h, le retour du bureau, on va avoir des grosses écoutes. Et donc là, on va être plutôt sur du documentaire, sur du conversationnel, sur de la radio, du replay de radio. Voilà, on va être sur tous ces contenus-là. Et après, on a un énorme pic de consommation de 22h à 2h du matin. D'accord. Et là, on est sur d'autres types de contenus, plus la fiction. Typiquement, la fiction, on va plutôt l'écouter à ce moment-là que en journée. Ouais. Pareil, un côté un peu régressif, c'est l'histoire d'avant d'aller faire dodo. On va nous raconter une histoire, et donc là, on va avoir une autre consommation. Donc forcément, nous, dans notre algorithme, c'est hyper important de proposer sur ces moments-là des moods, contenus. les moments et les moods un peu des gens. Ça, c'est bien. Écoute, Ouais, tout à fait. On a les mêmes pics de consommation sur la jeunesse, de 19h à 21h. Alors, pas aux mêmes horaires, de 19 à 21h. L'histoire pour les faire dodo, quoi. Ouais, il y a des gros pics. On l'a aussi le matin, au petit-déj avant d'aller à l'école, où ils écoutent aussi. Et alors, forcément, on a des pics le mercredi et le week-end. Et donc, ça, ces pics-là, on va aussi avoir des pics après le déjeuner, à l'heure un peu du temps calme, où ils vont venir écouter une histoire en mode calme. En mode calme. Écoute, parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce temps. Je mettrai tous les liens de tout ce dont on a discuté dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse retrouver ça. Donc merci. Et puis merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. À bientôt. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.